Donc effectivement, on va traiter pendant cette session quelques sujets qui ont été, quelques enjeux, quelques transformations qui ont été ciblées ce matin. Je vais pour ma part, avant de présenter les autres intervenants, vous faire une rapide introduction de ce que fait l'Association française d'ingénierie système dans le domaine. Le titre de la présentation, c'est l'ingénierie système, la gestion de projet, levier de montée en maturité des PME et TPE dans le cadre des enjeux de transition numérique de l'industrie. En fait, le constat qu'on a tiré au niveau de la communauté ingénierie système, c'est globalement qu'il y avait beaucoup de pratiques et de bonnes pratiques qui avaient été développées par la communauté, mais qui, hélas, n'étaient pas disponibles pour les petites entités, notamment les petites entreprises, voire les petites structures dans les grandes entreprises. Donc, ce premier sujet nous a passionnés et donc on a commencé à réfléchir sur comment déployer l'ingénierie système dans les petites structures. C'était d'autant plus important qu'avec les transformations qu'on a évoquées ce matin, finalement, elles ont de plus en plus d'enjeux, alors que parfois, elles ont peu de maturité finalement sur leur organisation et sur leur pratique, même si elles sont relativement performantes, voire très performantes. Et puis, une fois qu'on a travaillé sur ce sujet-là, on s'est aperçu que l'ingénierie système ne suffisait pas pour faire progresser les petites entreprises. Il fallait également y associer de bonnes pratiques en gestion de projet. Et de ce fait, finalement, c'est ces deux leviers qu'on a choisis pour déployer l'ingénierie système, pour faire progresser la maturité des petites entreprises. Alors, l'AFIS, globalement, c'est une association loi 1901, créée en 1999, enfin en 98, en fait, c'est une erreur. On va fêter nos 20 ans cette année en décembre. On va finir l'année avec 1000 adhérents. Et donc, c'est 45 membres, donc un peu plus d'une vingtaine de grands industriels, de l'ordre de 7 à 10 PME-TPE, et une vingtaine, enfin un peu moins, je pense 14-15 établissements d'enseignement et de recherche, dont bien sûr l'IMT. Donc, premier sujet sur les mutations industrielles, telles que nous les percevons, les slides ne sont pas exhaustifs, hein, c'est juste pour donner une illustration sur les sujets qui nous préoccupent. C'est la transition numérique. Donc, la transition numérique, elle se décline notamment par la continuité numérique sur le cycle de vie des produits, en prenant en compte les ruptures qui sont connues. Les ruptures qui sont connues, c'est la rupture entre les phases de conception, les phases de production et les phases de soutien logistique. Parce que souvent, les acteurs sont différents, mais surtout les systèmes d'information qui supportent, voire les processus qui supportent ces activités sont différents, avec de grosses ruptures. La validation ou plutôt des systèmes, donc là ce matin on a parlé du digital mock-up, du digital twin, donc c'est tout ce qui est aussi système virtuel, qui mettent en œuvre des simulations pluridisciplinaires, ce qui est relativement complexe à mettre en œuvre de façon efficace. Un autre sujet qui est le partage accru d'informations et de données, afin de gagner en cohérence. Donc là c'est la problématique par exemple de la modélisation que l'on va partager dans une entreprise étendue, d'optimiser les délais de mise des produits ou des services sur le marché, puisque ce matin, on a parlé de servicisation, hein, donc il n'y a effectivement plus maintenant que le sujet de la mise sur le marché de produits, mais également de services, d'optimiser et donc de gagner en réactivité en phase de production ou d'exploitation. Et enfin, il y a ce dont on a parlé aussi ce matin, c'est le développement massif de la robotisation, puisqu'il y a des courbes aujourd'hui qui démontrent que la présence des robots dans l'industrie va progresser de façon exponentielle dans les années qui viennent, ce qui va poser bien sûr pas mal de soucis, alors des soucis purement techniques, d'organisation tels qu'on en a parlé ce matin, mais également des soucis de cohabitation finalement entre les robots et puis les opérateurs. C'est des sujets dont on doit s'intéresser. Alors, juste pour illustrer la transition numérique, enfin plutôt la continuité numérique, j'ai pris cette présentation Dassault Systèmes sur la plateforme 3D Experience, où on voit finalement qu'aujourd'hui, les solutions de PLM, Product Lifecycle Management, qui sont les systèmes d'information les plus adaptés pour la partie, on va dire au moins design de produits ou de services,
on voit que donc ils vont proposer plusieurs vues qui permettent de dire comment un composant a été spécifié, enfin quelles sont ses spécifications, comment il a été, donc ses besoins, comment il est spécifié, conçu, comment il est planifié, comment il a été construit, comment il a été maintenu. C'est relativement important quand on parle de continuité numérique parce que par exemple en phase de maintenance ou en phase de production, on va pouvoir retrouver les informations de spécification ou de conception de ce composant très facilement, ce qui permettra d'en maîtriser les évolutions nécessaires. Si par exemple, à un moment donné, le système dans lequel il s'inscrit doit évoluer, donc on devra pouvoir mesurer les impacts de ces changements de niveau système sur chaque composant. Alors, si on regarde donc l'importance du PLM, qui est quand même relativement essentiel dans la continuité numérique, ce que dit cette courbe qui est une analyse de la FIS, c'est qu'au final, le PLM, on ne le déploie réellement que dans les grands groupes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les petites entreprises ont au mieux des solutions de gestion documentaire, voire de gestion des données. Ça veut dire que les petites entreprises, par rapport à ce que déploient aujourd'hui massivement les grands groupes, sont relativement en retard et ça, forcément, ça va nuire forcément à leur efficacité. Alors, autre sujet, on en a parlé ce matin, la servicisation, hein, donc le déploiement de services. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on consomme de plus en plus de services et de moins en moins de produits. On parle bientôt de louer, de leasing sur les iPhones, par exemple. Bon, bien sûr, ça, c'est des choses simples en termes de servicisation, mais c'est en tous les cas un vrai sujet sur lequel on travaille. Là, j'ai mis le lien d'une production récente de la FIS, alors cette production a un an, hein, de la FIS sur l'ingénierie des services, en fait, et le PSS qui a été abordé ce matin. Alors là, par exemple, les PME, parfois, sont extrêmement peu familières à ces contraintes-là, hein, et à ces concepts-là. Après, il y a le changement d'échelle dans les mutations industrielles. Le changement d'échelle, finalement, il s'illustre à deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'accompagnement par les PME-TPE de la croissance des grands groupes industriels. Un grand groupe industriel se développe, il a un réseau de fournisseurs, il leur demande d'accompagner ce développement. Ce qui peut poser des grandes difficultés pour certains de ses fournisseurs. Puis, bien sûr, après, il y a le sujet un peu plus classique, qui est le passage d'une équipe de R&D à une organisation plus industrielle, du prototype au produit-service commercialisé à grande échelle. Donc, ces deux sujets de changement d'échelle posent des enjeux très sérieux aux entreprises. Alors, de ce fait, on a mis en place donc un projet avec la Directe, un projet pilote qui s'appelle PISOC, pour projet pilote pour le déploiement de l'ingénierie système en région Occitanie. Donc, ce projet consiste à accompagner 6 PME-TPE start-up sur la période 2017-2018. Donc, la réunion finale de ce projet va avoir lieu le 22 novembre de cette année. Alors, ce qui est extrêmement important dans ce projet, finalement, c'est que la démarche est vraiment personnalisée, basée sur les objectifs business des entreprises. C'est-à-dire on ne va pas proposer à une entreprise une démarche de montée en maturité de ses pratiques qui est théorique ou qui est généraliste. On va d'abord s'intéresser à ses objectifs business et construire finalement les recommandations de montée en maturité qui sont adaptées à ces objectifs business. Alors je vais, comme je ne veux pas... Donc nos objectifs, c'est renforcer la compétitivité des PME-TPE start-up, plus grande maîtrise des risques, capacité renforcée à traiter des projets plus complexes, sécuriser la dynamique et l'innovation des PME-TPE dans le développement de projets, et sécuriser la capacité de sous-traitance des grands groupes. C'est aussi une de nos préoccupations, c'est que les grands groupes puissent avoir un tissu de PME-TPE qui sont efficaces, en tous les cas capables de répondre aux enjeux qu'eux-mêmes ont. Alors, dans les slides, vous avez des situations concrètes que l'on a, des exemples que l'on a traités. Je vais juste en développer deux. Voilà, cette quatrième et cinquième situation. Donc, la quatrième situation d'une entreprise, c'est croître d'un facteur 3 avec des projets plus critiques sans augmenter significativement
les risques courus par l'entreprise. Donc ça, c'est une des vraies problématiques des entreprises, c'est comment croître sans augmenter ces risques. Alors bien sûr, il y a plein d'autres facteurs que ceux que je cite là, hein. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on ne pourra pas faire ça si on ne maîtrise pas tout simplement ce qui est attendu par les utilisateurs, par les parties prenantes. Donc c'est l'ingénierie des exigences. Il y a aussi l'ingénierie aujourd'hui, d'après ce qu'on a vu ce matin, des services. Et puis ensuite, bien sûr, c'est être capable de coupler ça avec une gestion des risques performante. Et effectivement, c'est des choses que l'on regarde pour certaines entreprises qui sont dans cette situation-là. Dernier cas, mais je le répète, les slides seront sur le site. Donc une PME a développé plusieurs logiciels qu'elle commercialise. Donc les objectifs business de l'entreprise consistent à multiplier par un facteur 2 à 3 le nombre de licences vendues, mais également créer une offre de service en complémentarité, on va dire. Donc ce qu'il y a de sûr, c'est que, je vous l'ai dit, la démarche que l'on déploie dans les petites entreprises consiste à s'intéresser à leurs objectifs business et à se caler sur ces objectifs. Clairement, si les objectifs business n'ont pas été déclinés et restent à ce niveau-là, on voit bien qu'on ne va pas en faire grand-chose. Donc ça veut dire que dans ce cas précis, on est amené à faire un peu plus, je ne l'ai pas cité là d'ailleurs, à faire un peu plus que de l'ingénierie système. On va s'intéresser à la chaîne de valeur dans laquelle veut s'inscrire l'entreprise compte tenu de ces objectifs-là. En général, le fait de multiplier par 2 ou 3 ses clients, ça veut dire que ça va lui poser des questions de gestion de mode produit qui sont légèrement différentes, un peu plus pointues, une ingénierie des exigences également un peu plus pointue. Et enfin, comme on va déployer beaucoup de produits, sans doute une gestion de configuration qui sera beaucoup plus complexe, en tous les cas plus dure à réaliser. Enfin, créer une offre de service, ça suppose de créer un catalogue de services, etc. Enfin, toutes ces choses-là, choses à laquelle ne sont pas forcément familières les entreprises avec lesquelles on travaille. Donc, tout ça pour dire qu'en fonction des entreprises, en fait, en fonction des enjeux auxquels elles sont confrontées, on va vraiment regarder de très près quels sont les processus ou les sujets sur lesquels on doit travailler avec elles pour qu'elles soient toutes les chances d'atteindre leurs objectifs business. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction sur le... Voilà, oui. Donc il y a effectivement de l'analyse de la valeur à faire et de la définition de portefeuille de services. Et je vais m'arrêter là. Bien, bonjour. Merci à Alain d'avoir finalement bien creusé les fondations sur lesquelles je vais m'appuyer maintenant. Donc je vais essayer de vous parler de cette problématique et de la R&D que nous organisons autour du déploiement de l'IS et de son outillage. Alors d'abord, je vais essayer de préciser un peu le contexte, peut-être de vous paraître un peu réducteur, mais je préfère poser quelques hypothèses pour vous dire on ne peut peut-être pas généraliser ce que l'on propose. Alors, nos cibles étaient des PME, PMI et aussi des ETI qui étaient impliqués dans des grands projets d'ingénierie de produits, de production, de maintenance en conditions opérationnelles, c'est-à-dire qui étaient impliqués dans ce qu'on appelle le système de support logistique intégré, le SLI, et puis de plus en plus des problématiques de démantèlement. Donc, il faut faire l'ingénierie d'un système de démantèlement. Ça paraît bizarre parce que quand on parle de l'ingénierie, on s'intéresse à construire un nouveau produit. Dans le démantèlement, on s'intéresse à l'ingénierie d'un système qui va déconstruire le produit. Il y a quelques petites choses à prendre en compte. Elles étaient dans le rôle de sous-traitance, de fournisseurs, ou alors elles étaient partenaires, mais susceptibles d'être impliquées dans des gros projets en partenariat. Donc il y avait des GIE, il y avait des réseaux d'entreprises, un réseau d'entreprises. Et les secteurs, c'est effectivement les travaux neufs et le démantèlement en nucléaire. Un peu d'aéronautique, où il y avait de l'assistance à ingénierie et surtout des besoins de vérification, validation, d'intégration, vérification, transition et validation système. En santé, vous voyez, dans un tout autre secteur, où on nous a demandé de faire l'ingénierie d'une plateforme territoriale d'appui.
et puis sur des problématiques de transport et d'énergie, en particulier sur ce qui était l'évaluation de certaines propriétés non fonctionnelles d'interopérabilité et de résilience. À ce titre, il y a 3 posters dans la galerie de posters qui abordent chacun de ces champs applicatifs. Je vous engage donc à aller y jeter. Les besoins perçus, eh bien, j'ai essayé de vraiment simplifier et d'essayer de résumer l'avis des chefs d'entreprise et des décideurs auxquels nous avons eu affaire. Progresser avec agilité, et ce n'est pas un vain mot pour eux, c'est de faire intervenir le client le plus souvent possible parce qu'ils ont besoin de confiance et de tout un ensemble de choses. Progresser en confiance, généralement, que ce soit en interne, entre les équipes, et souvent on a la même personne qui va occuper plusieurs responsabilités, plusieurs rôles, donc il est jugé parti. Progresser en collaborant mieux, encore une fois, et puis progresser plus vite et plus efficacement. Alors ça paraît être le cadeau de Noël, tout le monde veut faire ça, mais dans l'esprit des PME, voilà en gros les objectifs qu'ils formulaient et puis les contradictions auxquelles on arrivait inévitablement. Alors ils veulent par exemple impliquer au plus tôt et régulièrement les autres parties prenantes, mais ils veulent préserver leur cœur de métier. Ben, effectivement, leur valeur ajoutée, elle est dans leur cœur de métier, ils ne veulent pas se faire supplanter, ils veulent collaborer. Ils veulent se positionner en termes de V&V et d'early V&V, c'est de la vérification et validation précoce au plus tôt, donc il fait appel, comme le disait M. Roussel, essentiellement de la simulation pluridisciplinaire. Mais il ne faut pas impacter, une fois de plus, outre mesure, alors là ils étaient un peu plus mesurés, ces fameux métiers qui ont leurs propres pratiques d'ingénierie, leurs propres pratiques de simulation, etc. Il fallait organiser et structurer, mais il fallait privilégier un management plutôt horizontal. Oui, on est dans des petites structures, quelques personnes, à quelques dizaines de personnes. Et puis, truc très important, et surtout les gars, il faut suivre l'évolution du marché parce qu'il faut qu'on reste à l'affût. Ouais, mais il faut réutiliser, s'inspirer, mais il faut quand même innover. Innover, oui, mais quelle est votre définition d'innovation lorsque vous faites l'ingénierie de nouveaux services ou de nouveaux produits? Et donc tout ça nous a amené à essayer de mettre des verbes, des actions, des activités. Pourquoi? Pour comprendre et partager les fondamentaux, échanger, admettre, argumenter, gagner du temps, de la crédibilité, viser des niveaux TRL, Technology Readiness Levels, plus importants, etc. Tout ça jeté un peu en pâture à nous, chercheurs, et on doit en tirer un certain nombre d'informations et d'enjeux. Alors le premier enjeu, ça a été de dire, vous parlez tous de génie industriel. Oui, mais c'est né dans les années machin et ça va aller jusque dans les années trucs. Et en gros, nous, on est là. Alors attendez que je trouve, voilà, on est à la scission entre la 3e et la 4e phase. Donc ce qu'ils veulent, c'est mener à bien des activités d'ingénierie qui soient plus rigoureuses, plus collaboratives, progressives, itératives. Et puis, ils veulent aussi en même temps organiser la ressource et la relation client-fournisseur. Donc ils veulent un management de projet plus efficace, comme l'a dit d'ailleurs M. Roussel juste avant. Donc nous, on s'est tiré vers un domaine qui s'appelle l'ingénierie système, et plus particulièrement l'ingénierie système basée sur des modèles, ou le MBSE. Donc on développe une activité de R&D. Et puis quand on regarde l'impact de tout ça, on arrive effectivement à une transformation numérique de l'entreprise. Alors la transformation numérique, c'est pas nouveau, il existe Internet depuis des années. Par contre, elle induit une évolution non seulement technique et technologique, c'est clair, mais aussi culturelle. Et c'est ce tournant culturel qui, à mon avis, gêne un peu plus les entreprises. Elles veulent maîtriser tout en restant maîtres. Elles ne veulent pas devenir... elles veulent rester acteurs, pardon, mais elles veulent maîtriser. Et donc, ce qu'elles recherchent, les mots-clés, c'est comment assurer la mobilité de leurs collaborateurs, la connectivité, la collaboration, la dématérialisation, l'automatisation de certaines activités, et comment avoir un management vraiment proactif plutôt qu'un management vertical classique, c'est-à-dire gagnant en souplesse. Et là, on a commencé à lever tout un ensemble de choses qui, pour nous, étaient vraiment liées à cette transition numérique. C'était autour de l'interopérabilité des systèmes. Donc, partant de ça, MBSE, interopérabilité. Le MBSE, vous avez une définition ici de l'ingénierie système. C'est une démarche rigoureuse pour produire avec un certain succès des systèmes qui répondent parfaitement à l'ensemble des besoins des parties prenantes. Le MBSE, c'est tout simplement une sorte, je dirais, une typologie d'IS qui est exclusivement basée sur les modèles.
Nos amis informaticiens avaient l'ingénierie dirigée par les modèles. Nous avons l'ingénierie basée sur des modèles. Dirigée signifie que tout est modèle, y compris les transformations. Nous supposons dans l'ingénierie qu'on doit être effectivement basé, mais on doit aussi manipuler des données, des informations, des connaissances qui ne font pas partie ou ne résultent pas d'une activité de modélisation consciente. Donc, partant de là, le MBSE, c'est voilà en gros l'idée qu'avait le client, je veux ça, et puis à la fin, on va lui donner la belle centrale qui va bien, avec tous les problèmes de tuyauterie, le cauchemar du plombier à l'intérieur. Bon, il y a des concepts métiers, concepts domaines. Des métiers, il y en a plusieurs, donc il y a plusieurs concepts. Ces concepts sont-ils interopérables? Il y a des modèles, des données, des informations, des connaissances de différents types, des modèles d'évaluation, des modèles physiques, des modèles fonctionnels, des modèles de simulation, etc. On a parlé aussi de modèles d'exigence tout à l'heure. Et puis il y a des modèles de sûreté, des modèles de coût, etc. Et puis, troisième chose, il y a des processus. Alors des processus, il en existe, j'allais dire, standardisés, l'ISO 15288 par exemple, des processus assez lourds. L'ISO 15288 propose une trentaine de processus. Donc c'est quelque chose qui demande un travail de fond et de réorganisation. C'est adapté aux grands groupes, mais pas nécessairement aux petites et moyennes entreprises, que ce soit pour la partie ingénierie ou la partie réalisation. Donc l'ISO 29110 a fait une proposition. On va essayer d'émulsionner tout ça et de simplifier et de proposer d'une part des processus pour la gestion de projets plus simplifiés et accessibles aux PME, et puis des processus vraiment d'ingénierie où on va s'intéresser non seulement à la conception mais aussi à la réalisation et on va jusqu'à la livraison du système. Donc c'est une norme, elle n'a pas encore le statut de standard, elle est en ballottage, non, elle est en discussion on va dire. Ok. Alors, la question que nous, on s'est posée, c'est comment on peut déployer ce MBSE, ou cette vision, et comment on va supporter un collectif de parties prenantes. Alors, les parties prenantes, ce sont les gens dans l'entreprise, et les ingénieurs, mais c'est aussi le client, c'est l'acheteur, c'est le futur possesseur, c'est l'utilisateur, c'est le mainteneur, c'est celui qui va démanteler à la fin, c'est toutes les parties prenantes, pour modéliser, vérifier, valider au plus tôt, évaluer et décider avec le terme consacré en confiance, c'est-à-dire j'ai suffisamment confiance dans les modèles pour avancer, itérer et aller vers le bon système. Deuxième chose, cette diapo est assez ancienne et pourtant elle me plaît toujours. C'est en fonction des niveaux que l'on trouve dans une entreprise. L'entreprise est représentée par cette flèche verte, une relation entre des fournisseurs et des clients qui peuvent être à leur tour des fournisseurs, d'autres, etc. Donc il y a tout un ensemble, selon les fonctions de l'entreprise que l'on retient, il y a tout un ensemble d'outils classiques. N'apparaît pas ici, par exemple, le PLM qui a été cité. Encore une fois, c'est un slide qui est assez ancien. Et puis on a tout un ensemble de technologies, on en a parlé un peu ce matin, l'Internet des choses, les objets connectés, le web sémantique, le cloud, etc. etc. Et bien les PME, quand elles voient ça, elles se disent « Oula, moi je vais peut-être prendre un outil ERP open source et puis ça devrait faire papa-maman, et ça ne fait pas papa-maman. » Bon, ok. Donc la question là qu'on se pose, c'est nous, on peut surtout intervenir sur la partie modélisation, vérification, validation. On leur montre ce genre de simulation, c'est parfait. Mais là encore, les outils sont coûteux, sont pas nécessairement accessibles pour diverses raisons. Et donc, est-ce qu'il existe un continuum d'outils interopérables pour les PME? Est-ce que l'on peut créer ce continuum? Est-ce que l'on peut intégrer des outils existants, les rendre plus accessibles? Et est-ce qu'on peut, nous aussi, en tant que chercheurs, développer des prototypes d'outils plus adaptés à leurs besoins? Et puis, comment on fait pour garder cette idée globale de confiance, pour partager des données, des informations, des connaissances, donc des modèles aussi, qui représentent notre système tout au long de son cycle de vie? Et on l'a vu tout à l'heure, l'idée de 3DS, c'est de dire tel qu'il a été spécifié, tel qu'il a été designé, tel qu'il existe, tel qu'il est exploité. Les modèles évoluent en même temps que le système. Le système, la démarche systémique nous dit, l'approche systémique nous dit, tout système qui évolue se transforme et donc change dans le temps. Donc comment on fait tout au long du cycle de vie? Alors nous, on propose de revisiter la notion de maquette numérique, la digital mock-up, qui a des définitions qui sont bien compréhensibles par les grands groupes, mais qui sont trop complexes pour les PME. Et puis, comment fait-on pour passer de la maquette numérique au jumeau numérique que ces PME vont fournir à leurs clients lorsqu'ils seront en exploitation? Y a-t-il une différence entre les deux? On a tout un travail de fond, de conceptualisation, et on pense honnêtement qu'il y a une différence entre les deux.
Donc voilà, partant de là, dans notre équipe, le laboratoire LGI2P, le laboratoire de génie informatique et d'ingénierie de production, on essaye de favoriser des collaborations avec les SHS et les sciences de gestion aussi, autant que faire se peut. On ne veut pas bouleverser les usages dans un environnement financier qui est celui des PME. Vous savez ce qu'il en retourne, c'est toujours très difficile. Donc, passer des besoins aux solutions, pour eux, il y a tout un ensemble de verrous. Et voilà les verrous que nous étudions. Quels sont les concepts définis d'un point de vue syntaxique, mais aussi sémantique et pragmatique. Je ne sais pas, on travaille par exemple sur un robot de démantèlement. Quand on parle de nettoyage du robot après activité, waouh, on a au moins 4 parties prenantes qui ont une définition de nettoyage qui est complètement différente. Comment on met tout le monde d'accord? Quels sont les langages de manipulation à préconiser? Des langages, il en existe. Si on fait de l'IS, on peut faire du 6ML par exemple, c'est à la mode. Mais il y a 200 langages qui peuvent être manipulés. Quel est le type d'ingénierie? Est-ce que c'est vraiment une ingénierie basée sur des modèles, guidée par des modèles, basée seulement sur de l'analyse de données? À quel moment de l'ingénierie on les fait intervenir? Quelle est l'approche processus à adopter? On a vu qu'il y avait les ISO 29110. Quand on essaye de projeter ça sur une vraie entreprise, ça pose déjà quelques soucis, il faut adapter. Quels usages préconisés, moyens pour vérifier, décider, etc. Et là, on retrouve tous les objectifs techniques auxquels on essaye de répondre. Alors voilà, des exemples de travaux pour illustrer tout ça. Et encore une fois, on a 3 posters qui synthétisent ce que je vais vous présenter. Ce n'est encore une fois pas exclusif comme type de travaux. On a travaillé sur des langages interopérables, exécutables et simulables sans transformation nécessaire. Vous savez que quand on a un modèle de comportement, enfin on a un modèle fonctionnel par exemple, l'usage veut qu'on le transforme en modèle de simulation. Donc rien que la transformation entache d'erreur le contenu initial et sémantique du modèle. Et donc en fait ce qu'on vérifie et valide, c'est le modèle cible, celui de simulation, pas celui du modèle original. Donc on a développé des travaux autour de ce qu'on appelle X pour exécutable, vérifiable et interopérable. Donc tout simplement, je ne vais pas détailler, mais là vous avez par exemple un langage fonctionnel qui est très connu de la communauté IS, ce sont les EFFBD. C'est un langage de modélisation fonctionnelle. Donc on a une syntaxe abstraite qui n'est pas nouvelle, on a une syntaxe concrète qui n'est pas nouvelle. Par contre, entre les deux, on a rajouté ce qu'on appelle une sémantique opérationnelle qui permet de l'exécuter et de le simuler sans aucune transformation, donc sans perte sémantique, et avec un gain sur la preuve de propriété et la démonstration comportementale qui est bien supérieur à ce que l'on fait. Voilà, ça c'est le premier travail. Le deuxième, ben, il en a découlé, c'était on revisite cette notion de digital mock-up pour la PME. On sait qu'on va devoir gérer tous ces modèles, et puis on a aussi des modèles qui sont liés au management de projet pour l'entreprise. C'est très important. Donc on a élaboré, on a formalisé ce que pourrait être une DMU. Là, vous avez le modèle du système complet avec une approche multivue. Je ne vous la détaille pas. Les modèles des systèmes à l'interface et les modèles liés au management de projet. Et on essaye de faire prendre tout ça dans une maquette dans laquelle on définit des brokers d'interface, des brokers de fédération pour arriver à fédérer tous ces modèles. Alors, des techniques de fédération pour la simulation, il en existe. De fédération sémantique de modèles, il en existe beaucoup moins. Illustration projet maïeutique dans lequel on a défini une ligne d'outils qui permettait non seulement de modéliser une infrastructure critique, son comportement, mais aussi de simuler et de visualiser un certain nombre d'événements et leur impact en direct, d'en tirer un certain nombre de données et d'essayer de retravailler l'infrastructure critique. Et puis un ensemble de thèses chiffres. Alors évidemment, il y a des thèses chiffres avec des PME, et puis il y en a, c'est plus des PME, mais ça nous permet quand même de dégrossir. Donc vous voyez, Areva, CEA, et puis on a des thèses chiffres en préparation avec des ETI et des PME. Voilà, ça c'est pour le premier. Le deuxième, c'est un travail autour des propriétés non fonctionnelles. Une propriété non fonctionnelle, c'est quelque chose qui caractérise comment le système évolue, pas ce qu'il fait. Donc c'est sa sûreté, sa robustesse, sa résilience, son interopérabilité, sa maintenabilité, sa disponibilité, sa maintenabilité, etc. Il y en a en gros 72. Et des chercheurs du MIT ont prouvé qu'il était difficile d'en maximiser plus de 6 à la fois. Et bien pour les PME, quels seraient ces 6 ILITIS, à supposer qu'on en utilise le maximum, qui vaudrait le coup d'être étudiés simultanément? Eh bien on se pose la question,
Utilities traduit tout ou partie d'une exigence non fonctionnelle que leur donne leur client. Comment font-ils pour s'en assurer? Et tout simplement, l'ensemble des utilities, c'est la description des capacités d'un système à répondre à des changements, des stimuli. Et en particulier, on a travaillé, vous vous en doutez, sur l'interopérabilité et de plus en plus sur la résilience, puisqu'on a... donc voilà, ça c'est nos travaux, modéliser, formaliser ces propriétés et les évaluer et analyser leur impact. Et puis on a une application qui marche pas trop mal, on va dire, sur un projet ANR franco-allemand, le projet restreint sur la résilience des systèmes de transport. Donc vous voyez, on est loin des problématiques de production de biens, mais on est sur de la production de services. Comment assurer la continuité et la qualité de service d'un système de transport inter-pays face à une attaque terroriste. Et puis, troisième exemple de travaux, des travaux plus sur l'analyse et l'évaluation d'architecture en conception préliminaire. Donc là, on retrouve la suite logique d'activités pour faire de la conception. Et puis, bien entendu, au début, quand on clarifie les besoins, on a très peu de connaissances disponibles, on ne l'a pas encore fixé. Elles commencent à maturer en cours de route, et puis à la fin, on peut considérer qu'il n'y a plus... Enfin, on espère qu'il n'y aura plus d'inconnus. Par contre, les coûts engagés sont très importants dès le début. Donc on a un engagement moyen résultat qui est assez fort. Et encore une fois, on est en milieu PME, donc on a des ressources et du temps limité et des compétences limitées. Par exemple, en termes d'application, on cherche un mode de locomotion à pattes. Il existe pas mal de solutions, mais comment choisir la bonne? Quels sont les attributs de conception que l'on va comparer? Quelles sont les préférences des experts qui sont amenés à choisir plus tard? Je prends 4 experts, ils auront 4 avis éventuellement contradictoires. Comment je les mets d'accord? Comment j'arrive à justifier le fait qu'il y ait une situation ou une solution qui émerge qui en fait devrait les satisfaire? C'est les travaux qui sont... c'est une sorte de travaux qui sont entrepris entre l'équipe ISOE et l'équipe KID. Et vous avez là aussi un poster qui décrit bien ça. Donc la question c'est quelle architecture parmi celles que je vous montre satisfait au mieux les exigences du client? Au mieux ne signifie pas toutes. Donc si on fait la synthèse, si on prend le cycle de vie d'un service, d'un système, eh bien on intervient sur tout ce qui est modélisation, évaluation, vérification, validation. On intervient aussi sur le développement de méthodes et puis on commence à déployer, on commence pas, on le fait, mais on commence à accompagner et faciliter cette transformation numérique justement au travers de cette maquette numérique un peu spécifique, revisitée. Et puis on s'appuie aussi sur 2 plateformes, une plateforme technologique et technique qui est la plateforme mécatronique pour nous aider à développer et prototyper certains systèmes, faire du démonstrateur. Et puis sur la plateforme ISIS qui est une plateforme d'outils informatiques qui sont les outils que nous développons et qui résultent de nos recherches. Voilà. Je crois que j'ai largement dépassé le temps qui m'était imparti. Je m'en excuse et je vous remercie de votre attention. Y a-t-il... avez-vous des questions ou des remarques ou... Moi, j'en aurais une. En fait, ce qu'on sait, c'est que pour les petites entreprises, passer à la modélisation, c'est des fois une marche un peu haute. Finalement, qu'est-ce qui fait que pour certaines d'entre elles, c'est incontournable? Incontournable. Je vais avoir du mal à répondre parce que incontournable signifierait que la modélisation est un acte absolument nécessaire et justement, il y a des cas où, par exemple, lorsqu'on conçoit un robot de démantèlement, la première phase consiste seulement à devoir analyser et rendre cohérentes entre elles des données par exemple de passages successifs dans les cellules qu'il faut démanteler, des données qui quelquefois ont 10-15 ans d'ancienneté, sont incomplètes, d'avoir des informations et puis des connaissances métiers, des règles métiers. Et en fait, ils n'établissent pas encore de modèle. Ils font juste de la manipulation de données, ils essayent de les aligner, et après, ils commencent à modéliser. Et en fait, modéliser est un acte naturel, mais les entreprises auxquelles on a affaire, quand elles parlent de modéliser, elles parlent de l'outil. Elles ne parlent pas du modèle, elles parlent de l'outil qui permet de le faire. Donc elles ont ProEngineer, elles ont
quelques-unes ont CATIA, quelques-unes, etc. Et il y a un amalgame entre modéliser et outiller la démarche de modélisation. Et c'est là que je pense que c'est notre apport méthodologique, c'est de leur faire comprendre que la modélisation est un acte en soi, important. Et c'est pour ça aussi qu'on propose et la maquette et des langages propres, parce qu'on peut leur développer des langages de modélisation très simples comme très complexes. Et donc on y va petites touches, doucement, et c'est elles qui absorbent ça et qui, au bout d'un moment, disent bah, de toute façon, on modélisait déjà, donc nous embêtez pas avec ça, on faisait déjà des modèles, sauf que maintenant on les fait mieux. Je ne sais pas répondre autrement à cette question, c'est ils veulent pas toujours modéliser. En fait, ils modélisent quand même, mais quand ils modélisent, il faut l'amalgame avec l'outil. Et quand on leur dit, mais vous avez d'autres façons de représenter votre système, ils s'en rendent compte et ils l'acquièrent. C'est un travail de fond et de sensibilisation, d'évangélisation. Ce matin, j'ai entendu évangélisation, ça me plaît bien. Ça me plaît bien comme... Ok, merci. Une autre question? Merci. Donc, Élise Vareille, IMT Minalbi. Donc, je vais vous présenter une partie des travaux qu'on réalise dans notre centre de recherche. Et je vais vous parler de personnalisation de produits et comment l'intelligence artificielle peut nous aider à mieux maîtriser les risques. Ah, ça marche. Donc, ma présentation est structurée en 3 points. Pourquoi la personnalisation est un enjeu 4.0 ? Comment réussir cette personnalisation ? Et puis, quel est l'impact de cette personnalisation sur les entreprises ? Donc la personnalisation, ça consiste en quoi ? À définir des produits et des services qui soient dédiés à un client particulier qui a ses besoins propres. Et ça, soit en B2B, donc directement d'une compagnie à une autre, soit en B2C, d'une compagnie à un client final. Donc on peut personnaliser à la fois des cosmétiques, des voitures, ça c'est si vous avez configuré de voiture, vous le savez, des meubles, donc en donnant une hauteur, une largeur, est-ce que je veux des portes, etc. Des vélos. Donc ça, c'est plutôt pour le côté client. Et dans ces cas-là, ça s'apparente de la configuration de produit, alors que quand je personnalise un service ou un produit pour une entreprise, ce sera plus de la conception à la demande. Donc il va y avoir de l'ingénierie. Je peux personnaliser des avions. On l'a vu ce matin avec le monsieur Debeau concept qu'on pouvait personnaliser des convoyeurs, des cabines de train, combien de sièges est-ce que je mets, quelle est la barre que je mets. Et puis des machines-outils. Est-ce que je fais de découpe jet d'eau, etc., etc. Avec toutes les options et toutes les alternatives qui apparaissent au niveau produit, système. Et puis, quel est l'impact sur le processus de production ? Qu'est-ce que ça amène de pouvoir personnaliser des produits ? Un avantage concurrentiel, c'est pareil, on l'a vu ce matin. Ça va me permettre de capter plus de parts de marché, puisque je vais pouvoir répondre à plus de besoins potentiels de clients, avoir des coûts maîtrisés, surtout quand je suis en configuration de produit, qui est l'objet de ma recherche, et tout en maîtrisant les risques. Donc le risque, que nous considérons, c'est de ne pas arriver à livrer ce que j'ai vendu à mon client, en termes de qualité, de coût et de délai. Donc comment réussir cette personnalisation ? Donc déjà, on ne peut faire de la personnalisation que si on a des connaissances. Donc en configuration de produits, de services, de processus ou de procédés, ce sont des choses qu'on a fait par le passé, on se base sur des connaissances génériques. Et ces connaissances génériques, elles sont à la fois sur les besoins potentiel de l'ensemble de mes clients, de quoi ont-ils besoin, sur une nomenclature générique, comment est-ce que va se structurer mon système, mon service par rapport à des modules qu'il va falloir que j'assemble entre eux, et mon processus de fabrication. Donc quel est l'ensemble des opérations minimales à réaliser pour pouvoir produire le produit que j'ai vendu. Arrive la gestion des risques. À partir du moment où j'ai effectivement un modèle générique qui caractérise les besoins, ma nomenclature, mon processus de fabrication, j'arrive à peu près à gérer ces risques-là. Je sais que je vais pouvoir produire mon produit en un temps donné, avec un coût donné, un certain nombre de ressources. On ne garantit pas qu'il n'y ait pas d'aléas, mais par contre, on a une bonne vision de ce qui peut se passer. Les connaissances, elles peuvent être soit explicites, soit implicites. Donc dans les connaissances explicites, c'est tout ce qu'on peut expliciter. Donc, c'est-à-dire tout ce qu'on peut formaliser sous forme d'équations mathématiques, de compatibilité entre composants, de caractérisation de composants, d'opérations, etc., etc. Et on formalise aussi les connaissances expertes issues de lui-même. Donc ça se fait soit par la programmation par contrainte, c'est ce qu'on utilise nous à IMT Minalbi,
qu'on couple avec des ontologies et des taxonomies pour pouvoir encapsuler un certain nombre de connaissances génériques explicites dans des concepts. À côté, on a vu qu'on a des connaissances implicites. C'est tout ce qui est stocké au niveau de l'historique de l'entreprise. Toutes les historiques de vente, tous les historiques d'offres, par exemple, passées. Il va falloir les formaliser et derrière, on va pouvoir utiliser des outils de data mining pour pouvoir extraire de la connaissance, des outils de case-based reasoning pour essayer de trouver une solution qu'on a déployée par le passé qui est similaire à notre problème courant. Le but étant de donner un maximum de recommandations à l'utilisateur qui cherche à personnaliser son produit, son système ou son service. Donc nous, on travaille plus spécifiquement en configuration interactive de produits, services et processus. Et ça se base sur un ensemble générique d'éléments, donc qui sont soit des composants physiques de produits, soit des composants intangibles de services, soit des activités de mon processus de réalisation, soit les risques qui peuvent potentiellement apparaître sur ce processus-là. Donc chaque élément est caractérisé par des attributs, des propriétés, des compatibilités entre eux. Peut-être que telle option n'est pas compatible avec telle autre option. Tel opérateur sur telle opération n'est pas compatible avec l'utilisation de telle machine pour l'opération en question. Donc on formalise tout ça avec des problèmes de satisfaction de contraintes. On va venir dialoguer avec l'utilisateur au moyen d'un outil informatique qu'on appelle un configurateur. Et on va l'aider progressivement à trouver la solution qui correspond à ses besoins. Sachant qu'il peut avoir des besoins qui sont non négociables. Moi, quand je configure ma voiture en ligne, je veux absolument une voiture rouge avec un gros moteur. Pour la sellerie, je m'en fiche. Donc ça, c'est un besoin négociable. Par contre, je veux le prix le moins cher possible. Donc je vais m'attendre à ce que l'outil me donne des recommandations sur un certain nombre de choix qui, pour moi, ne sont pas pertinents. Le but, c'est qu'à partir de toutes mes briques Lego, je puisse définir autant de produits que de besoins clients. Et donc ça, c'est ce qui s'apparente à de la knowledge-based configuration. Donc il y a une communauté scientifique qui travaille sur ces problématiques-là, qui sont des grosses problématiques d'explosion combinatoire, et ce sont des problèmes assez difficiles à résoudre. Donc configuration interactive, j'ai d'un côté mes utilisateurs qui ont tous des besoins différents, d'un autre côté un configurateur qui va me permettre de trouver avec lui la solution qui correspond à ses besoins. Et de quoi a besoin mon utilisateur? De visualiser les solutions en cours de définition. En tant que client, on aime voir ce qu'on est en train de concevoir. D'exprimer des préférences. Je ne veux pas vert, mais entre rouge et orange, je préfère rouge. Mais une solution orange me satisfait aussi. D'avoir des recommandations. C'est ce que vous avez quand vous allez sur le site d'Amazon, par exemple. Vous avez mis des éléments dans votre panier, on vous dit... les clients potentiels avant ont aussi rajouté telle option et telle option et telle option. Donc moi, en tant que consommateur, j'ai aussi besoin d'avoir des recommandations quand on a des choix de valeur. Évaluer mes solutions en cours de conception. C'est-à-dire que quand je configure, je vais voir le prix de mon système, le prix de mon service qui augmente, la durée de mon processus de réalisation qui augmente, la quantité de risque que je prends à réaliser cette affaire-là qui augmente aussi, ou qui diminue, en fonction des choix que je fais. Ça, c'est ce qui va permettre de prendre la bonne décision. Limiter les évaluations, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand je configure une voiture, moi j'ai un budget qui est limité, j'ai 20 000 € et je ne veux pas que le configurateur me propose des solutions au-delà de 20 000 €. Donc je veux pouvoir mettre un certain nombre de limites. Mon client veut sa machine-outil dans 3 semaines. Qu'est-ce que je peux lui proposer en termes d'options, de variantes et de fonctionnalités? Et ensuite, tout ce qui est optimisation des solutions. J'ai fait mes choix non négociables, je veux une voiture rouge avec un gros moteur. Trouve-moi la solution qui maximise qui minimise la consommation d'essence et qui maximise le délai d'obtention. Et donc l'outil va venir faire des choix à la place de l'utilisateur. Donc quels sont les impacts sur les entreprises de demain? On l'a vu ce matin au travers de tous les exposés, commencer à repenser ces produits, services, processus, procédés en termes de modules, en termes de petites briques qu'on va pouvoir assembler. On a vu qu'on pouvait reconfigurer des chaînes de production, mais voilà, j'ai des petits modules qui vont pouvoir être organisés de manière différente pour répondre à mon besoin de production. On l'a vu avec l'exposé juste avant, on a besoin de capitaliser des connaissances, et ces connaissances, j'ai besoin d'abord de les identifier, donc soit en allant regarder dans mes cas passés, essayer d'extraire de la bonne connaissance, soit de discuter avec des experts pour voir avec eux comment ils arrivent à telle solution au regard d'une situation donnée. Donc j'identifie mes connaissances, je les extrais, je les valide, je les formalise, et tout ça dans le but de les capitaliser, de pouvoir m'en resservir derrière pour arriver à personnaliser mes produits et les fabriquer en maîtrisant mes risques.
Il faut ensuite pouvoir les exploiter. Donc j'ai mis à bon escient, c'est-à-dire faire du raisonnement sur ces connaissances-là, donc pour pouvoir guider mon utilisateur en lui supprimant des choix au regard des choix qu'il a déjà réalisés, donner des recommandations, c'est très important, trouver tout ce qui est bonne pratique de réalisation. Donc là, je vais vous montrer un exemple d'un projet de réponse à appel d'offres. On est en train d'essayer de mettre en place des bonnes pratiques de réponse à appel d'offres dans 4 entreprises différentes et faire tout un tas d'exploitations de connaissances bien différentes. Donc le projet en question, c'est le projet Opéra, qui est l'outillage du processus de réponse à appel d'offres à base de connaissances. C'est un projet qui dure sur 42 mois. On va en être bientôt à son 2e anniversaire. Il est labellisé par le pôle Viameca et le pôle Aerospace Valley. On a 3 partenaires académiques, donc l'IMT via IMT Minalbi, l'Estia, Abidar et l'ENI de Tarbes. Et on a 4 entreprises, donc 2 qui font du conseil, donc Altran et Axens BTE, et 2 entreprises qui font des machines. Donc AES produit la commande numérique pour des grues portuaires, et Mécanumérique fait des machines-outils à commande numérique. Donc on veut les aider à répondre de manière plus efficiente, plus rapide, en ayant plus confiance dans les offres qu'ils fournissent aux clients à la réception d'un cahier des charges. Donc pour nous, une offre, c'est à la fois une solution technique, et on verra que dans la solution technique, j'ai à la fois du composant physique, à la fois des services, parce qu'ils vendent aussi des modules de formation, par exemple. Le projet de réalisation, qui leur permet de savoir, d'estimer le temps pour pouvoir effectivement réaliser la solution technique qu'ils ont vendue, et quels sont les risques qu'ils prennent, à quel prix. Et ensuite, tout ce qui est indicateur de performance et de confiance. Donc les 2 indicateurs clés sont le coût et surtout le prix de vente de la solution à laquelle ils aboutissent, la durée d'obtention et la confiance qu'ils ont dans la réponse qu'ils sont en train de faire au cahier des charges via l'appel d'offres. Donc au niveau de la solution technique, j'ai à la fois des composants physiques, c'est ce qu'on a vu, et des modules de formation. Donc le but, c'est de les aider à configurer cette nomenclature-là au regard du besoin client. De dimensionner leur processus de réalisation, parce que si mon client veut plus ou moins d'options, il va falloir que mon processus change. Je vais peut-être avoir des choses à concevoir. Il y a déjà 2 options qu'on n'a jamais montées ensemble. Il faut effectivement que le bureau d'études vérifie qu'elles sont bien compatibles entre elles et que je vais pouvoir fournir la solution adéquate par rapport à mon client. Et les aider à faire de l'analyse des risques. C'est au regard du contexte de mon offre, du type de client que j'ai, du système, du service que je dois livrer, du processus de réalisation, est-ce que potentiellement j'ai des risques? Alors par exemple, si c'est des projets qui durent assez longtemps dans le temps, plus de 3 ans, certaines entreprises nous ont dit il y a un gros risque de turnover. Et qui dit risque de turnover dit que sur certaines activités, elles vont durer beaucoup plus longtemps que ce qui est prévu à l'origine. Et la qualité au niveau du rendu à notre client risque d'être affaiblie. Donc on essaie de les aider à prendre en compte tous ces risques-là, et d'essayer de les mitiguer, c'est-à-dire de mettre en place, par exemple, des actions de formation pour pouvoir monter en compétence un certain nombre de ressources et éviter un gros impact du turnover sur une activité de conception, par exemple. Donc je vais faire comme mes collègues d'IMT Minales. Donc on a aussi un poster sur ce projet-là, donc n'hésitez pas à venir nous voir. On en a un autre sur la configuration de rénovation de bâtiments par l'extérieur, dans lequel on a développé un configurateur de panneaux à poser en façade sur un bâtiment pilote à Saint-Paul-les-Dax. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je suis prêt à amener le micro à celui ou celle qui aurait une question. Voilà. Merci beaucoup pour l'exposé, c'était très intéressant. Juste une petite question, quand on parle de personnalisation, pour moi il y avait vraiment l'aspect de venir impulser quelque chose qui était spécifique à une personne et de pas forcément faire de la configuration produit plus finement orchestrée. Est-ce que je me trompe ou... Vous pouvez répéter la question? Pour moi, quand on parle de personnalisation, il y a vraiment la logique de venir donner que le client final vienne non pas seulement configurer un produit, mais venir proposer des données qui lui sont propres et qui donc nécessitaient de venir fabriquer des choses qui soient spécifiques pour cette personne. Oui, on est d'accord. La façon dont vous le présentez, on avait l'impression que c'était de la configuration produit très fine. Parce que nous, on est plus en configuration de produit. On ne fait pas d'engineering to order. Parce que la configuration se base vraiment sur des connaissances et une conception très routinière. Le but, c'est de gérer la diversité.
qu'on offre à nos clients, à la fois en termes de besoins, de composants, de processus, etc. etc. C'est un problème fortement combinatoire. La personnalisation, à partir du moment où il y a de la conception, c'est un autre domaine scientifique sur lequel nous ne sommes pas compétents. D'accord, très bien, merci. Ah, pardon. Oui, merci. Sur le même thème, si je prends un avion, personnalisation, pour moi, ça veut dire quelqu'un qui savent où j'aime bien être placé, peut-être venir me prendre à la maison, des autres choses qui sont des personnalisations de services, ce n'est pas les personnalisations de produits. Donc, dans un concept un peu plus ample de personnalisation, il y a beaucoup d'autres. Est-ce que vous avez considéré des choses comme ça? Donc, pour tout ce qui est configuration, l'exemple que je donnais de l'avion, c'est par exemple le layout de l'avion, combien de sièges je mets par rangée, quel type de siège, si c'est plutôt du business, de l'éco, etc. Mais effectivement, on pourrait arriver à de la configuration, mais quand vous partez en voyage, vous configurez votre voyage, vous cherchez vos billets d'avion, vous cherchez votre hôtel, vous dites que vous voulez la navette entre l'aéroport et votre hôtel, donc effectivement, c'est des choses qui sont faisables. Nous, en configuration de services, de produits, ou voire de processus ou de procédés, moi j'ai configuré des procédés de traitement thermique durant ma thèse, il nous faut vraiment de la connaissance. Donc savoir qu'il y a la navette part de telle heure, de tel aéroport et peut distribuer tel et tel et tel hôtel. Ensuite, effectivement, à partir du moment où on a la trace sur un utilisateur, on pourrait très bien faire du machine learning pour arriver à trouver quelles sont les préférences de cet utilisateur-là. Donc ça, c'est des choses qui sont en perspective de nos travaux, mais qu'on n'a pas encore déployé sur un cas concret. Bonjour tout le monde, on vient tous les deux de Campus d'Evry. Donc, mon collègue Walid Galloul, il vient de Télécom Sud Paris, et moi-même, Ahmed Boungzala, je viens de l'Institut Mintelecom Business School. Alors aujourd'hui, on a choisi de vous parler de la chaîne numérique et de l'intelligence des processus. Donc, qui dit chaîne numérique, c'est la partie qui fait en fait, qui étend aujourd'hui la chaîne de valeur classique selon Porter pour un petit peu rajouter les aspects données qu'on trouve souvent quand on parle de la transformation digitale. Et puis on va se focaliser sur l'intelligence du processus parce que qui dit transformation digitale aujourd'hui, souvent on parle de la relation client qui change. On parle aussi d'une autre façon d'optimiser, d'organiser les processus, mais aussi on parle aussi de business model. On a parlé ce matin on a utilisé le terme business model, mais tout est finalement centré sur les données. Alors, rapidement, donc, je vais juste vous présenter, faire le lien d'abord avec la chaîne de valeur classique de Porter. Quand on parle généralement de la chaîne de valeur d'une entreprise ou d'une industrie, c'est un ensemble d'activités qui va de l'input qui est le matériau brut jusqu'à la production d'un produit ou la délivrance d'un service. Et puis se greffe à ça beaucoup de choses, la gestion de stock, la logistique, l'achat, les ventes, les services après-vente, etc. Alors aujourd'hui, quand on se réfère, quand on rajoute, on se réfère aux données, c'est parce que les données aujourd'hui prennent beaucoup de place dans cette chaîne de valeur. La donnée devient, ou les données deviennent quelque part quelque chose qu'on peut offrir, quelque chose qu'on peut tirer de la valeur pour améliorer justement cette relation avec le client, justement cette capacité de délivrer le service ou de produire un produit, et aussi parce qu'aujourd'hui on peut même carrément imaginer un changement complet dans notre façon d'adresser le marché. Et là, on parle de business model.
Donc ici, donc à l'entrée, on a mis cet environnement, c'est-à-dire ça dépend des secteurs, ça dépend de l'environnement opérationnel. Finalement, on va collecter toujours des données qu'on va traiter, qu'on va essayer à travers ces données de donner des sens à ces données, et puis de ces données, on va tirer de l'intelligence, c'est-à-dire créer de la valeur. Et créer de la valeur, comme vous le savez, en gestion, ce n'est pas forcément que l'aspect financier, mais ça peut aussi être la satisfaction de clients, comment dire, le changement ou l'impact sur la société, etc. Donc rapidement, là, on a choisi de vous présenter parce que, c'est-à-dire toute ce qu'on appelle cette chaîne de valeur basée sur les données, donc de la donnée, de la génération de la donnée et de sa collecte jusqu'à son archivage, son analyse et puis sa visualisation. Souvent, on parle de big data. Le big data, c'est une approche holistique qui permet justement de traiter ce volume de données. Les données existent depuis toujours, hein, mais aujourd'hui, ce qui change, c'est le volume des données qu'on exploite. Ce qui change aussi, c'est la vitesse à laquelle se génèrent les données. Aujourd'hui, on est dans un amphi, tous on est en train de générer de données, rien que parce que notre téléphone portable est en train de se connecter à une BTS à chaque fois pour dire que je suis là. Imaginez le volume de données qu'on génère sans le savoir, etc. Alors aujourd'hui, l'intérêt, c'est comment créer de la valeur à travers ces données. Aussi parce qu'il y a une variété de données incroyables. On a parlé depuis très longtemps du business intelligence, du BI, à savoir cette capacité d'exploiter des données. Mais souvent, c'est des données structurées. Aujourd'hui, on va jusqu'à des données non structurées. Aussi parce qu'il y a une variabilité des données, c'est-à-dire cette complexité de comment les données peuvent aussi, ces mêmes données peuvent changer au fil du temps, c'est-à-dire à travers leur cycle de vie. Aussi parce qu'on s'intéresse aussi, c'est pour ça qu'on a mis les aspects RGPD, c'est aussi ce qu'on appelle la véracité des données. Est-ce que ces données sont fiables ou pas ? Donc c'est un sujet très important. Et puis après, comme vous voyez ici, c'est comment créer de la valeur. C'est-à-dire comment on va améliorer notre capacité de décider. Comment aussi améliorer notre excellence opérationnelle. Comment aussi, on a parlé juste avant de la personnalisation, comment on va personnaliser notre offre de produits, de services, mais aussi c'est comment aussi créer de la valeur ajoutée autour des produits ou services. Vous savez très bien, aujourd'hui quand on parle de transfert de connaissances, c'est au-delà du produit ou du service, c'est la capacité de transférer ce service à d'autres personnes ou à d'autres clients ou à d'autres pays. Alors, autour de ça, donc ces données, en fait, là, une des choses la plus incroyable dans ce big data, c'est cette capacité de faire de ce qu'on appelle le real time. Ça veut dire que cette capacité d'exploiter ou de traiter des données, c'est-à-dire en temps réel, pour détecter de la fraude. Pour une banque, il ne s'agit pas de le faire a posteriori. Donc, il faudrait le faire au moment où ça se passe. Ou quand on a parlé tout à l'heure aussi des risques liés au terrorisme, il ne suffit pas d'interpréter les données après pour se dire on aurait pu le comprendre. Mais cette capacité de justement analyser et analyser, elle est liée à des techniques qu'on appelle souvent les analytics. J'ai oublié tout à l'heure de dire, très classiquement, aujourd'hui on mélange aussi d'où viennent les données. Les données viennent de partout, ils viennent des ERP, mais ce qui est aussi nouveau aujourd'hui, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est aussi ce qu'on appelle Internet mobile, nos portables, les objets connectés qu'on n'arrête pas de déployer, etc. Mais aussi cette capacité incroyable de stockage et de traitement de données via ce qu'on appelle le cloud computing, ou même aussi au niveau du fog computing. Alors rapidement, avant de passer la parole à mon collègue pour vous parler plus précisément des aspects process,
Donc en fait, ici, on a essayé de synthétiser un petit peu les types d'analytics qu'on peut faire. J'ai oublié de dire aussi, autour de ces analytics, il y a énormément de métiers qui va se greffer à cette chaîne de valeur. À savoir, il y a des gens qui analysent des données. Ça existe depuis longtemps, mais cette capacité d'analyser des volumes incroyables de données. Mais aussi parce qu'il y a des gens qui vont anonymiser ces données-là, parce qu'ils les récoltent quelque part. Quand on parle de open data, etc., c'est des métiers. Mais aussi, il y a d'autres personnes qui vont aussi fournir ces données à d'autres clients. Donc, énormément de métiers. Et tout ça est lié à ce qu'on appelle les analytics. Donc, il y a des analytics qui sont liés, qui sont plus descriptifs, au sens où on va utiliser les statistiques classiques ou la visualisation des données. Mais aussi, il y a des analytics qui sont liés à la prédiction, c'est-à-dire on va essayer de prédire qu'est-ce qui peut se passer, et aussi des analytics qui vont être aussi source de solutions pour un petit peu orienter vers des options, vers des alternatives qu'on peut choisir. Donc il me reste maintenant de passer la parole à mon collègue pour un petit peu contextualiser par rapport à des exemples, qu'est-ce qu'on entend par intelligence du processus. Merci Ahmed. Donc faisons suite à la présentation d'Ahmed. Là, on va voir avec un peu plus de détails. On va se focaliser sur l'intelligence, sur une thématique en particulier qui est l'intelligence du processus. Donc ici, l'idée c'est de voir comment, en utilisant des techniques d'analyse des données telles que le machine learning ou le data mining, on peut rendre nos processus plus intelligents. Alors comment on va les rendre plus intelligents? Prenons le cas par exemple d'un processus de supply chain. Ici, en découvrant, en ressortant des connaissances implicites à partir de données brutes, on peut répondre à des questions telles que comment par exemple s'assurer que nos employés respectent les guidelines, comment s'assurer que nos clients ne vont pas attendre très longtemps, comment prédire ces temps d'attente, comment réduire les coûts, comment par exemple prédire le nombre d'employés dont on a besoin le lendemain. Donc tout ça, ce sont des questions qui sont très importantes et qu'on pourrait y répondre en faisant une analyse profonde d'un certain nombre de données et d'un certain nombre d'événements que actuellement ils sont très faciles à collecter ou qui sont disponibles et en grande masse. Ces événements-là, ces données-là se présentent souvent sous la forme d'événements qu'on peut collecter à partir principalement de 4 sources: l'Internet du contenu, l'Internet des gens ou de personnes, l'Internet des objets ou l'Internet des places, ou ce qu'on appelle tout ce qui est événements liés à la mobilité. Donc, ces événements, normalement, ils vont partager une structure dans laquelle on identifie une activité qu'on est en train de faire. Et on identifie aussi une application dans laquelle cette activité dans laquelle l'activité est faite, et aussi un certain nombre de ressources impliquées dans l'exécution de cette tâche-là. Ces ressources-là peuvent être des machines ou des personnes. Et là, on va répondre à des questions un peu plus génériques, dans lesquelles, par exemple, on va essayer de voir quels sont les processus qui sont suivis par des personnes impliquées dedans, quels sont les nœuds d'étranglement dans ces processus-là, et les détecter. Et aussi, on peut voir à quel moment les personnes impliquées dans ce processus ou les machines qui sont en train d'exécuter ce processus-là dévient des processus prescrits. On peut voir les chemins les plus fréquents dans ces processus, etc. Alors, on peut aborder l'aspect d'intelligence processus à travers 3 démarches. Alors, ces 3 démarches, elles se distinguent en fonction de l'input, de l'entrée qu'on va utiliser. Donc, l'input, il y a 3 démarches qui sont le play-in, replay et play-out. On va commencer par la première des démarches, qui est le play-in.
quel est le play-out plutôt. Cette démarche-là, notre input, c'est un processus qui peut être un processus métier ou un processus de production. Ici, par exemple, c'est un processus de supply chain classique dans lequel on identifie 3 premières activités qui sont liées, par exemple, à des sensors pour collecter, par exemple, des données liées à la, par exemple, température, à l'humidité ou à l'intensité de la lumière. Par la suite, il y a 2 activités qui peuvent être exécutées par un employé dans lequel il va renvoyer un certain nombre d'informations à travers, par exemple, un device mobile. Et la 3e partie du processus, ce sont des tâches de décision dans lesquelles on va décider de la qualité du produit qu'on va livrer, ainsi de la décision de le livrer ou pas en fonction de cette qualité-là. Donc, ce processus-là, on suppose qu'on est dans un monde plutôt parfait, c'est-à-dire ce processus-là, il est déployé, il est conçu, déployé et exécuté dans un système de gestion de processus. Si on a ce cas de figure, c'est-à-dire ce processus-là, notre système peut générer les traces d'exécution ou les logs d'exécution de ce processus-là. Donc, les logs d'exécution ici, on le représente sous forme de séquences qui regroupe l'ensemble d'événements liés à l'exécution des activités dans une instance d'exécution de ce processus. Ici, pour des raisons de simplicité, je représente l'instance d'exécution d'une activité à travers une lettre, mais cette instance d'exécution de l'activité, elle peut contenir plus d'informations, par exemple liées à la ressource qui est impliquée dans l'exécution de cette activité-là, à son temps d'exécution, à son contexte d'exécution, si la personne elle a une capacité de mobilité. Donc là, c'est une première instance. On peut avoir une autre instance de la même façon, dans laquelle donc une instance, c'est les événements liés à l'exécution de ces activités-là. Et comme ça, on peut collecter un grand nombre d'instances d'exécution ou de traces d'exécution. Ces traces d'exécution, ils peuvent nous permettre d'avoir une analyse descriptive de notre processus. C'est une analyse dans laquelle, par exemple, on peut faire remonter un certain nombre de clés de performance dans lequel, par exemple, on va analyser la distribution des instances d'exécution dans le temps ou par la nature des produits qui sont livrés. Par exemple, ici, on peut voir dans le graphique qui se trouve en bas les instances liées à la livraison de produits laitiers ou de produits qui sont sensibles à l'humidité ou de produits tels que des fruits, des légumes. On peut aussi avoir une distribution un peu plus temporelle dans laquelle on va voir en fonction dans le temps, c'est-à-dire par rapport au jour de la semaine, comment on a les activités, le nombre d'instances et leur nature. On peut avoir aussi des indicateurs liés par exemple au délai entre 2 tâches. Par exemple, ici on a deux activités dans le processus qui sont DI, et en faisant une analyse un peu plus poussée de nos traces d'exécution, on peut avoir le temps moyen ou le temps maximum de délai entre l'exécution de ces 2 tâches-là. Alors vous allez me dire, tout ça, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a actuellement dans le secteur qui est le BI, le Business Intelligence. Ici, la spécificité de ce type d'analyse, qu'il est centré autour du processus. C'est-à-dire, on ne fait pas une analyse plate des données, mais plutôt une analyse dans laquelle on les lie à l'ensemble d'activités dans ce processus-là, et on les lie à l'ensemble des instances liées aux produits livrés par ce processus-là, ou des services liés par ce processus-là. Dans une deuxième démarche d'intelligence au processus, ici l'idée c'est de se dire qu'on va partir des traces d'exécution. Pourquoi? Parce que dans une majorité de cas, on est en face d'un système d'information ou en face d'une application qui ne contient pas ou qui n'a pas décrit au préalable le processus qu'on est en train d'exécuter, que ce soit le processus de production ou un processus métier. Donc tout ce qu'on a, c'est des traces d'exécution. Alors, je peux vous assurer, c'est assez commun que dans tout système automatisé, la première des fonctionnalités qu'on met en place, c'est la collecte de ces traces d'exécution. Donc, la disponibilité des traces d'exécution, elle est assurée dans une grande majorité de systèmes. Donc, ici, l'idée, c'est d'exploiter ces données-là, qui sont des données brutes et qui cachent une connaissance implicite. Donc, dans une démarche d'intelligence au processus, c'est qu'on part à partir de ces traces d'exécution et on essaie de redécouvrir notre processus. Alors, pourquoi on veut le redécouvrir? Cette démarche-là nous permet d'avoir une représentation
visuel du processus qu'on est en train d'exécuter. Donc ça nous permet de visualiser mieux le processus qu'on est en train d'exécuter, que de le présenter d'une façon plus formelle et par la suite de faire de la prédiction dessus. C'est-à-dire du moment où par cette présentation-là, on peut savoir par exemple que telle activité elle est suivie par une autre activité, dans la plupart du cas, qu'on a une concurrence d'exécution d'un certain nombre d'activités, qu'on a un choix à faire en fonction d'une condition. Tout ça, il est possible de le découvrir grâce à cette démarche-là, qui est la démarche de découverte de processus ou process discovery. Donc ici, dans cette démarche-là d'intelligence au processus, le seul input qu'on a, c'est les traces d'exécution. On n'a pas besoin du processus lui-même. Le processus, il n'existe pas. On va le découvrir. Alors, comment elle se fait? Alors, vous allez me dire, mais par quel moyen vous allez le découvrir? Alors, c'est une technique qui ressemble beaucoup à ce qu'on fait d'une façon intuitive lorsqu'on veut apprendre un langage. En fait, pour moi, une instance d'exécution du processus, elle représente en fait une phrase. Et en lisant les phrases, c'est-à-dire là, par exemple, un enfant qui est en train d'apprendre une langue en particulier, c'est qu'en lisant les phrases une par une, il va découvrir l'ensemble des règles, par exemple, grammaticales et d'orthographe de ce langage-là. C'est de la même façon, c'est qu'en lisant les instances d'exécution, on va découvrir les règles de précédence entre les activités ou de concurrence ou de choix, ainsi que les conditions qui vont être appliquées pour faire ces choix-là. Alors, ces techniques-là, ils existent depuis un certain nombre d'années et ils ont fait leur preuve dans plusieurs disciplines. Ici, par exemple, je vous montre un cas dans lequel il y a l'analyse de à peu près de 6000 événements pour découvrir le processus dans une agence immobilière aux Pays-Bas. La même chose a été appliquée sur un service de gynécologie dans un hôpital aussi en Allemagne. Et là, la perspective qui est mise en avant, c'est une perspective liée aux perspectives organisationnelles, c'est-à-dire le flux entre les ressources, c'est-à-dire les personnes impliquées dans ce processus-là. Alors, la troisième démarche, qui est le replay, c'est une démarche dans laquelle on va se dire qu'on a les deux modèles. C'est-à-dire on a les deux sources de données, c'est-à-dire des traces d'exécution qui représentent la réalité d'exécution du processus, plus le modèle qui a été prescrit pour l'exécution de ce processus-là. Et là, la démarche, c'est de se dire à quelle mesure ce modèle-là il est conforme à la réalité d'exécution. Donc ici, par exemple, on a une première instance et en temps réel, on va vérifier cette conformance-là. Donc ici, comme vous pouvez voir, cette instance-là, elle est conforme, puisque le processus il est capable de reproduire cette instance. Pour la deuxième instance, elle est aussi conforme, même si elle n'exécute pas toutes les activités, puisque l'activité C que vous voyez en haut, c'est une activité qui peut être exécutée en fonction de conditions de choix. Par contre, cette instance-là, que vous voyez, elle n'est pas conforme, puisque l'activité D, qui est une activité obligatoire, qui doit être exécutée tout le temps selon ce qu'on a prescrit, on trouve qu'en réalité, cette activité-là n'est pas exécutée dans une trace d'exécution. Alors, qu'est-ce que cette déviance peut exprimer? Alors, déjà, la conformance de processus, ça nous permet de voir quelles sont les traces ou quelles sont les instances d'exécution qui sont conformes par rapport au modèle prescrit. De détecter ces déviances-là. Alors, ces déviances-là, elle peut exprimer que, par exemple, les personnes impliquées ou les machines impliquées dans ce processus-là ne respectent pas les règles qui ont été prescrites. Donc là, ça peut enclencher un certain nombre d'actions de correction. D'accord? Et là, ce type de technique, c'est-à-dire qui est la conformance de processus, nous permet d'enclencher une analyse prospective, puisqu'il nous permet de mener une action corrective sur notre modèle. Mais aussi, cette action-là, elle peut, par exemple, engager ou elle peut exprimer un besoin d'évolution. C'est-à-dire que les utilisateurs, puisque c'est eux qui sont confrontés à la réalité d'exécution, ils vont, par le fait qu'ils ont omis cette activité-là, exprimer un besoin d'évolution. Et là, on doit, si on s'engage dans un processus de réingénierie, prendre en compte cette analyse-là, cette détection-là, pour mener une correction de notre modèle.
Donc, ceci est exprimé. Alors, la conformance, comment elle fonctionne? Alors, intuitivement, elle fonctionne comme un correcteur orthographique ou grammatical. C'est-à-dire, on a le texte qui représente la réalité, la trace d'exécution, on a les règles qui est le modèle, et notre correcteur, il est là pour savoir est-ce que le texte il est conforme aux règles grammaticales ou d'orthographe. Alors, comme je viens de dire, du moment où on détecte une déviance, cette déviance, elle reflète une déviance par rapport à une règle. Donc ici, par exemple, on a une règle pour dire que normalement, dans un processus dans lequel de déplacement de cette personne-là, elle n'a pas le droit de traverser cette pelouse-là, mais en réalité, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs personnes, le fait que vous voyez ce chemin-là, qui ne respectent pas cette règle-là. Donc là, il faut mettre des mécanismes pour renforcer le respect de cette règle. Peut-être qu'on doit mettre des barrières. Ou elle peut exprimer aussi un besoin d'évolution dans le sens où l'utilisateur exprime une autre façon d'exécuter le processus qui lui semble meilleure. Alors, je finis avec ce schéma-là qui un petit peu résume ces trois approches-là d'intelligence au processus, qui sont les approches de play-out, play-in et pré-play. Donc, ce qu'on a, c'est qu'on a le monde réel. Ce monde réel, il va être exécuté à travers un système. Ce système-là, il va générer des traces d'exécution. Et toute la démarche, elle consiste à comparer le modèle prescrit à ces traces-là et voir les interactions dans un sens ou dans un autre. Merci de votre attention. Y aurait-il des questions ? Merci, bonjour. Oui, j'ai une petite question. Ce que vous avez présenté comme du process intelligence, ça ne me semble pas très éloigné du process mining. Et il ne me semble pas vous avoir entendu parler de cette technologie. Donc je voulais savoir si c'était volontaire ou s'il y avait une différence entre process intelligence et process mining. C'est ma première question. D'accord, ouais. Alors, le process mining, c'est des termes qui sont équivalents ou synonymes. Je suis un des auteurs du Process Mining Manifesto. Donc, je connais très bien le terme. Alors, process mining, il inclut, pour moi, il inclut que le replay et le play-in. Et il n'inclut pas le play-out qui est le fait de remonter des indicateurs de performance. Donc, pour moi, le process mining, c'est il fait partie du process intelligence. Mais les deux termes, ils sont synonymes, avec quelques petites différences. Bon, on en discutera à la pause. Un qui inclut l'autre pour moi. Après, c'est les interprétations de chacun. Bon, ma deuxième question, c'était sur les traces. Donc là, la présentation que vous faites est assez théorique parce que vous supposez donc que les traces d'exécution correspondent à des événements réels. Or, entre l'événement physique réel et la trace qu'il y a de cet événement dans le système d'information, il peut y avoir des écarts, voire il peut ne pas du tout y avoir de traces dans le système d'information. Donc, comment vous faites dans ces cas-là? Alors, Imad, il a évoqué dans la première partie de la présentation, c'est dans tout projet d'analyse de données, l'important, c'est les données en soi. Ce que je n'ai pas, moi, comme vous venez de relever intelligemment, c'est que moi, je n'ai pas parlé du tout d'une étape très importante et stratégique et fondamentale qui est l'étape de pré-processing des données, pré-traitement de données. C'est-à-dire, là, moi, je dis que j'ai des événements qui correspondent vraiment aux activités aux tâches exécutées par mon processus. Mais il y a un travail au préalable sur le pré-traitement, un travail de pré-traitement de ces données-là, dans lequel il y a par exemple du nettoyage, dans lequel il y a un petit peu d'harmonisation en termes de granularité, parce que tous les événements n'ont pas la même granularité. Donc par exemple, il y a 4 ou 5 événements que je dois agréger pour représenter une seule tâche d'exécution. Par contre, comme vous venez de dire, il peut y avoir une activité pour laquelle je n'ai pas dans les traces, dans les logs de mon système,
de traces d'exécution. Et là, je serais obligé de chercher ailleurs les données correspondant à cette donnée-là. Alors, c'est un travail qui est énorme. Dans un projet, de toute façon, de fouille de données, on estime que, ou de data mining, on estime qu'actuellement, on passe entre au moins 50 à 80% de notre temps sur ce travail de pré-traitement de données. Et plus tard, si on a les données qui sont idéales pour notre input, il ne reste pas grand-chose. En tout cas, on a les outils pour les analyser. Donc, par contre, c'est un travail qui n'est pas, en termes de régularité, chaque projet, il a ses propres techniques, il a sa propre démarche. Donc, on ne peut pas là avoir une vision un petit peu holistique sur le type de technique de pré-traitement. Ça vous convient comme... Non, mais c'est vrai, on a fait un focus spécial sur cette partie process mining, entre guillemets, parce que comme le data mining aussi, c'est une partie de Big Data, parce que c'est au-delà des données classiques, il y a d'autres. Donc là, c'est vraiment un travail qu'on n'a pas, en 20 minutes, on ne peut pas tout couvrir, mais en fait, il y a un travail d'acquisition et de pré-processing qui est très important. Sur mes premiers collègues ce matin qui étaient très contents de démarrer le colloque. Il faut bien un dernier, donc c'est moi qui ferai la clôture. Sur cette présentation, je vais vous présenter un travail de l'équipe d'informatique et d'automatique à IMT Lille-Douai, et c'est en partenariat aussi avec l'entreprise ELM Leblanc. Et par rapport à tout ce qui a été dit dans la journée, où on a renversé un peu les paradigmes, on a parlé de business model, ici vous allez avoir une présentation qui est très pratique, dans le sens de, nous avons un atelier de production, comment on peut utiliser les techniques de big data, d'analyse de données, pour améliorer l'existant, pour déjà aider les entreprises par rapport à leur existant, à utiliser les technologies numériques pour faire un peu mieux tout de suite et rapidement avec un petit peu d'analyse de données. Donc c'est un petit peu l'esprit de cette présentation. Alors 30 secondes d'introduction sur IMT Lille-Douai. Nous sommes positionnés sur 4 grandes thématiques et vous voyez cette intervention intervient dans la logique des processus pour l'industrie et les services, où je vous parlerai de mots-clés autour de l'automatique, l'intelligence artificielle, la maintenance prédictive. Donc, très rapidement, ça fait écho avec un petit peu les présentations qui ont été faites. On va se positionner par rapport à un contexte, par rapport à un existant. Donc, notre contexte, on est vraiment sur l'efficience des procédés. Comment on peut exploiter l'analyse de la donnée pour essayer de faire mieux. Comment, de façon très très générique, la présentation qui vous sera faite, c'est un concept que nous avons développé à IMT Lille-Douai depuis à peu près 10 ans, qui sert dans le cadre de notre enseignement, qui sert dans le cadre de notre thèse CIF, qui sert dans le cadre de nos projets financés de recherche partenariale et qui sert également, bien sûr, à drainer de l'innovation et de développer des contrats directs avec un certain nombre de PME. Donc ce concept est vraiment très centré sur l'amélioration de la performance à partir de la rationalisation des moyens. Vous connaissez les principes de disponibilité des équipements, les principes d'efficacité énergétique, l'allocation des ressources au bon moment à temps. Donc on est dans ce contexte-là, dans le contexte de l'amélioration, mais aussi dans le contexte du suivi et de la maîtrise des indicateurs de performance de l'atelier au travers de l'analyse de données. Alors si une zapette, c'est encore mieux. Alors, le point de départ, voilà, on est des technologues, on aime bien une usine bien rangée avec une belle chaîne d'acquisition de données. Voilà, donc on a une petite allusion ici avec notre partenariat avec General Electric, avec lequel nous travaillons depuis très longtemps sur le cycle complet d'acquisition, depuis le réseau de terrain, l'automate, avec toutes les couches que mes collègues ont déjà présentées plusieurs fois, qui vont jusqu'à l'ERP. Et vous avez compris que notre point de départ, ça sera de travailler sur cet entrepôt de données qui collecte l'ensemble des informations de l'entreprise. Donc c'est vraiment notre richesse sur laquelle nous allons nous appuyer pour travailler, et comme ça a déjà été dit plusieurs fois, c'est un état des lieux, c'est une plaquette qui est très actuelle sur un certain nombre de fournisseurs de grandes solutions d'informatisation et d'automatisation de l'entreprise, et on n'y est pas toujours. Donc un des travaux importants aussi que nous avons à mener, c'est de consolider des bases de données qui restent parfois, et notamment au niveau des PME, encore très hétérogènes. Je ne vais pas lister tous les items qui sont ici sur ce slide, ça correspond à nos activités, qui sont avant d'intervenir sur l'amélioration de la donnée, c'est déjà de consolider les données en mettant en place des services de collecte, des services de stockage qui permettent d'assurer la capacité à travailler dans un espace projet Big Data adapté.
Alors, voilà, le concept ADAPI, ça va très vite, hein, c'est inspiré sur le génie industriel. Nous sommes dans le contexte d'une démarche Six Sigma, une démarche d'amélioration continue, comment l'analyse de données peut être insérée dans un cycle d'amélioration continue des ateliers. Donc vous avez les grands classiques, hein, définir, mesurer, améliorer, implémenter et contrôler. Donc c'est cette démarche-là qui est déclinée sous la forme de la gestion d'un projet. Donc on est dans l'ingénierie de projet, on mène un projet d'ingénierie, d'analyse de données pour l'amélioration continue des ateliers. Bon, le Six Sigma, c'est une image très simple. L'analyse de données est là. On va chercher à améliorer notre situation. Nous avons une cible, nous avons une variabilité autour de notre cible. Nous allons faire toute une démarche de modélisation pour comprendre les relations entre notre cible et un certain nombre de variables d'influence sur cette cible. On va chercher à expliquer les variabilités, on va chercher à expliquer les déviances par rapport à la cible, si elle n'est pas dans l'objectif, et c'est ce travail qui est fait derrière. Et voilà, la déclinaison d'un point de vue atelier de production, vous l'avez devant les yeux, ça va être très rapide, comment améliorer le réglage des procédés, comment choisir mieux nos ressources pour produire de meilleure qualité, comment intervenir au plus vite sur des dérives de fonctionnement, comment anticiper des actions de maintenance. On est dans ces échelons-là de chercher à construire des relations entre variables et influences sur notre cible que nous cherchons à améliorer. Voilà la déclinaison de cette définition de définir, mesurer, analyser, implémenter et contrôler. Ben, vous l'avez ici sous la forme très, très grossière d'une fonction mathématique que tout data scientist va chercher à mettre en œuvre. Donc là, pareil, ce n'est pas très compliqué. C'est vraiment une démarche projet qui est derrière. C'est d'accompagner, passer du temps sur la définition. Le big data, ce n'est pas filez-nous des kilos et des gigas et des teraoctets de données, on va faire des choses. Non, définissez-nous le problème. Quel est votre problème? Et ensuite, on va chercher par rapport au problème à quantifier ce problème en termes de cible, en termes d'objectifs de sortie des modèles. On ne fait pas des modèles pour des modèles. C'est évident qu'on est dans un contexte de digital twin où on cherche à numériser au maximum à partir des données disponibles et reproduire à l'identique une usine. On n'est pas du tout dans cette approche-là. On est en train de focaliser un modèle qui cherche à résoudre un problème particulier d'amélioration continue. Donc on qualifie le problème, est-ce que c'est un problème de disponibilité de la ressource, est-ce que c'est un problème d'efficacité énergétique, est-ce que c'est un problème de ce que vous voulez, de qualité des produits. Donc c'est en échange, ces grandes étapes sont faites en partenariat avec le propriétaire de l'atelier ou du service ou des produits. Et donc on a décliné très classiquement les grandes étapes avec des mots-clés du data scientist qui seront de qualifier sa variable, sa cible, la construire d'un point de vue quantitatif ou qualitatif, déterminer l'ensemble des variables d'influence, les X, qui vont caractériser l'influence sur cette cible, qu'elle soit qualitative ou quantitative, et surtout travailler beaucoup autour de ça, pour trouver quelles sont les variables explicatives qui ont le plus d'influence sur la cible, et surtout choisir les variables explicatives qui ont de l'influence et qui me permettent derrière de construire une action d'amélioration. Parce que vous pouvez faire plein d'analyses de données, vous pouvez trouver des très belles corrélations entre une variable d'entrée et une sortie, mais si cette variable d'entrée, vous ne pouvez pas la piloter ou vous la pilotez avec des coûts d'amélioration de vos processus trop importants, c'est une mauvaise issue. Donc l'idée est aussi de regarder judicieusement pour implémenter une action d'amélioration, pardon, j'ai toujours du mal avec le machin, implémenter une solution d'amélioration en qualifiant les variables qui seront les plus pertinentes à mettre en œuvre et les permettant d'implémenter très rapidement une solution. Je vais vous présenter cette démarche projet qui correspond à des grandes étapes avec une illustration d'un projet avec notre partenaire ELM Leblanc. Donc c'est la mise en musique sous forme d'un projet de ce que je viens de vous dire, d'une description scientifique. C'est très ingénierie, je suis d'accord. Alors il faut savoir aussi que derrière, ça s'appuie sur des savoir-faire d'ingénierie. On a un certain nombre de collègues qui maîtrisent très bien toutes les chaînes de collecte et de traitement de la donnée, mais nous avons aussi une expertise scientifique qui nous permet d'aller plus loin dans cette analyse. Notre expertise scientifique, je l'ai écrit sur un seul slide, comme je vous l'ai dit, on est informaticien, automaticien. Et donc le point de vue aussi qui va être très utilisé chez nous, c'est de vraiment travailler sur des dépendances complexes dans les processus et donc entre les entrées et sorties des processus. Et donc le point de vue de l'automaticien qui cherche à modéliser des représentations entrées-sorties, qui cherche à modéliser des représentations d'état, apporte des points de vue très très intéressants pour comprendre les causalités qui se produisent au sein des processus. Donc on est spécialisé en modélisation de systèmes hybrides, dynamique continue, dynamique discrète. Nous sommes spécialistes de l'analyse de la donnée au sens de la donnée évolutive pour suivre des évolutions de fonctionnement, des commutations de mode de fonctionnement. Et bien évidemment, on met ça en œuvre autour derrière de processus de décision multicritères
pour mettre en musique cette capacité à s'adapter aux commutations des modes de fonctionnement et choisir toujours la bonne stratégie, la stratégie de pilotage ou la stratégie de maintenance qui sera le plus adaptée. Donc ça, c'était la petite parenthèse sur les contributions scientifiques de notre unité de recherche en informatique et en automatique. Je redéroule maintenant le projet autour d'un projet d'ingénierie pour l'amélioration continue. Donc très rapidement, ça va être très frustrant pour vous, mais c'est en 3-4 slides une illustration de cette démarche appliquée à un projet particulier. Donc là, la cible, c'est améliorer la capacité à prédire un possible retour d'un produit directement en utilisant des données de fabrication. L'idée, l'objectif qui sera ici, la cible, c'est peut-on améliorer directement nos processus de fabrication pour directement sur le process de fabrication avoir un indicateur qui pourrait nous dire, qui pourrait nous faire pressentir un possible retour. Donc vous connaissez bien sûr les process de fabrication, il y a toujours un contrôle qualité. L'idée, c'est d'aller au-delà et d'utiliser l'analyse de données pour faire une espèce de prédiction de la possibilité d'avoir ce produit en retour quelques mois, quelques années plus tard. Donc c'est le cahier des charges qui est assez ambitieux, donc c'est un sujet très ambitieux qui correspond à une usine de production avec une variété de produits très importante et un contexte, vous pouvez l'imaginer, assez sophistiqué. Les détails des phases du projet, comme ça a déjà été aussi dit plusieurs fois, bien évidemment, un projet d'analyse de données, c'est pas on arrive, on fournit un logiciel, on clique, c'est fini. Il y a une phase très très importante de découverte du processus. Bien évidemment, même si c'est orienté sur des outils de data science, on va avoir des machines, des algorithmes de machine learning, des algorithmes d'apprentissage, la structuration des données, la compréhension des processus de l'entreprise est extrêmement importante pour ne pas faire n'importe quoi, chercher encore une fois à respecter les principes de causalité pour faire des modèles qui ont du sens, qui peuvent être vraiment source de prédiction. Et donc il faut connaître un certain nombre de principes de base et de processus de l'entreprise. Ensuite, il faut être aussi bien outillé. Merci Anne-Sophie dans cet exemple-là sur l'espace projet TerraLab qui nous permet d'avoir un terrain de jeu assez sophistiqué, qui nous permet de tester des hypothèses de modèles assez variées et qui nous permettent par la puissance brutale de calcul apporter des hypothèses quant à l'amélioration possible ou des recommandations à venir. Alors voilà, pour vous donner quelques éléments clés, c'est une étude qui a porté sur plusieurs années de production de l'entreprise, qui produit, vous connaissez ELM Leblanc. Donc on a récupéré une variété de données qui viennent des différents services, la gestion de production, le SAV, la logistique interne, la qualité, il y a des tests de fin de ligne. Donc on récupère l'ensemble de ces informations et à partir de ces informations, on dispose également d'une connaissance des équipements venus en retour. Et donc notre objectif a été, par l'analyse de données, essayer de construire cette fameuse relation que je vous caractérisais entre des cibles, un retour SAV à prédire, un type de défaut associé, voilà, si ça revient en SAV, est-ce que c'est un défaut électrique, hydraulique ou autre. Et surtout, on a essayé de construire 94 attributs qui proviennent de tout ce qui est disponible quelque part dans l'entreprise. Les numéros matricules des opérateurs, les numéros de ligne, les numéros de poste, les références des fournisseurs, les tests de fin de ligne, production, les mesures réalisées sur la consommation d'une chaudière. Toutes les chaudières sont mises en essai en fin de ligne, donc on récupère l'historique de cet essai, et donc on récupère ces mesures, et on cherche à voir si dans ces mesures, il n'y a pas des signaux faibles, signaux précurseurs d'un possible retour SAV. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un projet extrêmement compliqué. Vous pouvez vous douter que sur une distribution de valeurs, sur les 94 attributs, la distribution d'un défaut ou d'un autre, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est un sujet extrêmement compliqué. Donc voilà, on se doute bien qu'une analyse simple, comme on peut l'entendre, d'analyse descriptive, prédictive, il faut sortir un peu des algorithmes un peu lourds. Donc on a travaillé vraiment sur une force brutale de travail. On a utilisé des approches assez classiques pour le coup, des méthodes d'apprentissage non linéaire à méthode à noyau type support vector machine. Et on a, avec plusieurs démarches construites de sélection des attributs, quels sont les attributs les plus pertinents, les plus discriminants pour être capable d'améliorer la performance de modèle. Donc je ne vais pas perdre de temps à vous détailler l'ensemble des stratégies. 3 stratégies de sélection d'attributs ont été utilisées, des critères d'information, des critères de bootstrap qui permettent de maximiser la performance de la prédiction. Et donc on obtient de premiers résultats. Donc voilà, ça c'est des méthodes de sélection d'attributs. Quels sont les attributs qui permettraient de donner une cible qui sera la plus pertinente pour prédire ou pas le retour SAV. Donc c'est des étapes spécifiques de sélection. Je vais passer très vite sur les résultats parce que c'est assez compliqué en termes de démarche. Je ne peux pas vous approfondir trop dans les 2 minutes qui doivent rester à peu près à vue de nez.
Donc on a travaillé sur plusieurs hypothèses de modèles et on arrive à des résultats plus ou moins intéressants. Alors, bien évidemment, je pense que certains d'entre vous se sont doutés de la difficulté du sujet. Prédire un retour SAV d'un produit qui n'est pas installé par l'usine, dont on ne sait pas ce que va faire l'usager de ce produit. Donc vous doutez bien qu'obtenir une capacité à parfaitement prédire le retour de SAV, c'est quelque chose qui est impossible. Par contre, l'objectif, ce n'est pas d'arriver à une solution qui soit parfaite. L'idée, c'est d'arriver à une solution où est-ce qu'on ne peut pas avoir un modèle qui soit déjà en capacité de prédire plus ou moins correctement une possibilité de retour, et surtout, de ce modèle, revenir sur les attributs qui expliquent le mieux la variabilité du modèle. Donc on revient dans une logique. Donc l'objectif est très élevé. Un modèle qui pourrait prédire, l'objectif est très haut. Par contre, dans une version un peu dégradée, on a quand même possibilité d'utiliser le modèle et d'utiliser le modèle pour analyser la sensibilité des attributs d'entrée par rapport à la cible et ensuite proposer peut-être d'exploiter ces variables qui sont mesurées à chaque production, à chaque chaudière, on va récupérer ces mesures, utiliser ces informations-là pour éventuellement déclencher des actions de vigilance particulières sur certaines chaudières. Voilà, donc j'espère vous intéresser très rapidement malgré un cliché très rapide. La conclusion, je viens de vous la faire, je ne vous détaillerai pas un petit peu ça. La difficulté, c'est qu'on a quand même une base de données réelle, très complexe. Vous vous doutez bien que sur 6 années de production, les capteurs ont changé, les capteurs ont été réétalonnés. Donc on a affaire à des données qui sont non stationnaires, qui changent. Vous imaginez bien que sur 6 années de production, les références, certaines sont parties à la poubelle, d'autres sont apparues sur le marché. Donc vous avez affaire à faire face à toute cette complexité-là quand vous avez à traiter des bases de données réelles. Donc voilà, ça nous donne aussi pour nous des pistes d'évolution dans notre recherche. On sait qu'on doit s'améliorer en apprentissage actif, on sait qu'on doit s'améliorer sur la prise en compte de données stationnaires pour ajuster en temps réel les données aux évolutions de l'entreprise. Et en même temps, on est capable de proposer quelques actions, quelques recommandations au niveau de l'entreprise pour éventuellement améliorer directement la qualité en sortie d'usine pour limiter, encore une fois de plus, la possibilité de taux de retour. Et voilà un petit peu pour les résultats. J'ai à peu près fini ma présentation. Je vous remercie pour le temps qui a un petit peu débordé. Je peux essayer de finir proprement mon exposé sur revenir à ce que c'est ADAPI. Donc ADAPI, c'est un concept que nous avons développé à IMT Lille-Douai. C'est vraiment basé sur le croisement de l'amélioration continue et de l'analyse de données, sur un savoir-faire qui sont vraiment faire à partir de l'existant sans vouloir remodifier d'abord les processus, simplement utiliser l'analyse de données pour trouver des marges de progrès et pour trouver des nouvelles stratégies de pilotage, des nouvelles stratégies de réglage, des nouvelles stratégies de maintenance, permettant rapidement de gagner en efficience, sans forcément renverser tout de suite la configuration des ateliers. Donc encore une fois, c'est une originalité de recherche qui est positionnée à l'interface entre informatique et automatique. Les modèles statistiques qui sont beaucoup utilisés dans le big data, je vous transmets un message, vaut mieux s'en méfier. On est capable de faire des modèles statistiques qui sont capables d'expliquer l'inverse des choses réelles. Vous avez des modèles statistiques qui expliquent l'inverse de la causalité des choses. Et donc, la capacité à être capable de construire des modèles qui expliquent le fonctionnement des choses en respectant le principe des choses entre les entrées et les sorties, entre les perturbations, ça peut être aussi un facteur d'amélioration intéressant. Voilà, et cette démarche scientifique, ingénierie, est aussi appuyée, bien sûr, sur un certain nombre de technologies indispensables. Hein. Donc, je reviens sur la chaîne de collecte de données dans l'entreprise. C'est un élément incontournable. La disposition d'un espace projet et d'un environnement permettant de lancer des capacités de calcul pour qualifier les modèles. Indépendamment de, après, une fois que les modèles auront été qualifiés, on pourra les implémenter en atelier de façon beaucoup plus légère, mais dans une phase d'exploration, d'analyse de sensibilité. Il faut disposer aussi d'un espace projet Big Data très, très conséquent pour justement ne pas perdre de pistes dans l'exploration. Voilà, j'ai fini avec mon exposé. J'espère que j'ai clôturé à peu près dans les temps et je laisse la place pour la table ronde. Y aurait-il 2-3 questions? On est bien sûr en retard, mais pas tant que ça finalement. On a 10 minutes de retard. Ce qui ne nous empêche pas de poser 1 ou 2 questions. Dans l'analyse que vous faites, en fait, vous faites une
principalement une analyse pour détecter ou pour découvrir les corrélations entre un certain nombre de données et leurs attributs. De façon schématique, Pour simplifier, oui. De façon schématique, c'est tout à fait ce que j'ai exprimé. Oui. À un certain moment dans votre présentation, vous avez parlé aussi de découverte de processus. Est-ce que vous vous intéressez à l'aspect... Parce que là, les données auxquelles vous vous intéressez sont des données qui ont une source, un processus de production. Oui. Donc, est-ce que vous vous intéressez au comportement de ce processus-là? C'est-à-dire, pour moi, du moment où vous analysez ces données-là, il y a une certaine projection, c'est-à-dire il y a un certain aplatissement de ces données-là, dans le sens où on ne voit pas la dynamique de production de ces données-là. C'est-à-dire on ne voit pas, ces données elles viennent d'un processus ou du produit généré par ce processus-là, mais on ne voit pas tout l'aspect comportemental qui a généré ces données-là. Pour faire simplifier, pour moi, par exemple, dans ma présentation, j'ai parlé un petit peu de l'aspect comportemental. Pour moi, c'est très important de voir dans le temps comment ces données sont générées, de l'ordre chronologique de précédence entre les activités. Après, ce que vous faites, il est indéniablement intéressant puisque je vois les corrélations entre ces données-là, mais pour moi, ce qui manque, c'est l'aspect comportemental et chronologique. Alors, à la base, le savoir-faire de recherche de l'équipe, c'est un savoir-faire de machine learning. On est vraiment à la frontière entre informatique et automatique. Et en automatique, l'automatique, ce n'est pas que la science de la régulation et du diagnostic. Dans l'automatique, vous avez une part de la communauté scientifique des automaticiens qui s'intéresse à l'identification de systèmes. L'identification de systèmes, c'est un petit peu pour les statisticiens qui font de l'analyse de séries temporelles, des modèles ARMA et RX. Là, l'automaticien va prendre ces logiques-là beaucoup plus loin pour construire vraiment la représentation entrée-sortie, la représentation d'état des processus. Donc tout ce que vous êtes en train d'exprimer sur l'aspect dynamique du procédé, c'est exactement ce qu'on cherche à faire. En fait, typiquement, alors ça va nous nécessiter quand même une connaissance experte du processus. On va chercher à comprendre quelles sont les commandes, quelles sont les perturbations, quelles sont les sorties, quelles sont les variables d'ajustement. Mais à partir de là, donc c'est une compréhension des phénomènes du processus. Si je prends juste le temps, 30 secondes, je prends 30 secondes. Je n'ai pas grand-chose pour vous étayer mon propos, mais j'ai juste un pauvre slide qui est ici. Ah bah, ça marche, je ne l'ai même pas. Désolé, je l'ai supprimé. Non, je pensais l'avoir, je l'ai supprimé. Donc c'est vraiment l'idée de caractériser le processus industriel. Et la première chose qu'on va chercher à faire pour comprendre le processus, c'est essayer de déterminer quelles sont les entrées du processus, quelles sont les sorties du processus. Et c'est cette relation-là, avec l'utilisation des techniques d'identification de système, plus particulièrement dans notre cas, l'identification de systèmes à commutation pour détecter un processus industriel. Il n'a pas qu'un seul mode de fonctionnement stationnaire. Même si c'est un système du second ordre, on va avoir une presse hydraulique qui va toujours... La presse va fonctionner selon le noyau, selon la matière qui sera utilisée, selon le produit qui sera manufacturé, plus ou moins petit, plus ou moins gros. Les consignes de la presse vont changer, les courses du vérin vont changer, les efforts sur le matériau vont changer. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer ces mesures et pas utiliser ces mesures en tant que telles, mais revenir à la fonction de transfert qui lie la commande à la vitesse du vérin. Et donc c'est là-dessus qu'on mettons notre expertise, c'est de reconstruire une représentation du processus au travers des fonctions d'entrée-sortie et au travers de la représentation intrinsèque du processus, indépendamment de ses conditions d'usage. Et donc là, on caractérise vraiment, par rapport à votre question, le comportement dynamique évolutif du processus. Et c'est là-dessus qu'on s'appuie ensuite pour construire nos modèles. Je ne sais pas si... Oui. Je voulais juste savoir quelle est la place des experts métiers de terrain dans votre démarche? Parce que vous dites qu'on pourrait déduire énormément de choses. Oui. La place, l'expert métier du terrain, c'est vrai que la présentation que je fais ici, elle est très centrée sur notre nombril dans notre démarche. On va se positionner dans le processus pour être capable... Donc en fait, la place de l'expert terrain, elle va être principalement sur la qualification du problème. Donc ça, c'est l'élément important. Il faut vraiment bien définir le problème et être certain des variables qui seront utilisées pour définir le problème. Et c'est vraiment une vraie difficulté en soi. Ensuite, la notion de variable,
on pourra le solliciter. Ce que je viens de l'évoquer, c'est quand même bien de connaître le processus, d'être capable de définir ce qui est plutôt une sollicitation, une excitation du processus, ce qui est plutôt une réaction du processus. Donc, pour être capable de modéliser cette chaîne. Ça, on peut le faire avec nos outils. On peut, de façon aveugle, essayer de trouver les meilleures variables d'entrée qui expliqueraient au mieux la sortie. Mais on sollicitera à nouveau l'expert du processus pour le faire témoigner qu'on a trouvé que c'était l'âge du capitaine qui était la plus influente sur la température du four, et il nous dira que non. Donc on peut aussi, par rapport à des aléas de modélisation, j'ai pris un exemple très exagéré qui me dessert, mais on pourra remettre en question ce que peuvent faire de façon aveugle les outils d'optimisation, parce qu'on a des fonctions mathématiques à optimiser. On peut des fois être en capacité de remettre en question les variables qu'on a considérées comme influentes d'un point de vue statistique, d'un point de vue dispersion de la variabilité de la cible, mais que l'expert considère que ça n'a pas d'influence, puisque vous connaissez les aléas de la statistique. Ensuite, il va être également très important de l'associer sur les tests de sensibilité des variables. L'idée, c'est de classer, c'est apparu très rapidement, c'est de classer les variables qui ont le plus d'influence sur la cible. Et on montre que c'est celles qui seront la plus impactantes. Si on modifie une des variables d'entrée, c'est celle qui aura le plus d'influence sur la cible, et on les classe comme ça pour ordonner les actions qui seraient les plus profitables à mettre en œuvre. Et c'est à ce moment-là aussi, on propose cette liste, et l'expert métier du terrain intervient pour voir quelles sont ces variables et quelles sont celles qu'il peut mesurer. Si vous avez considéré que pour réguler la température de votre four, il faut limiter l'épaisseur de scorie, l'épaisseur de scorie, vous ne pouvez pas la piloter. C'est une conséquence d'un emballement. Donc voilà, on aura peut-être des phénomènes cachés, on verra des choses évidentes, mais qui ne seront qu'une conséquence de la cause qu'on cherche à éviter. Et donc du coup, c'est important aussi d'associer l'expert métier sur le choix des variables de sensibilité qui permettront d'implémenter la solution, pour qu'on analyse bien une solution qui soit efficace et implémentable pour l'expert métier.